Welcome, bienvenue, benvenuti. Aujourd'hui au programme, un nouveau slasher que j'avais évoqué très brièvement à la fin de ma précédente vidéo où j'avais annoncé que je parlerais du film Massacre au dortoir qui est également nommé Death Dorm dans la VO et qui est vraiment son titre original, ou également qui est également titré The Dorm That Dripped Blood. Et en Angleterre, il est aussi connu sous le titre de Pranks. Pour la petite histoire, ce film qui date de 1981, une année très riche pour les slashers, c'est une histoire qui parle tout simplement d'un groupe de jeunes sur un grand campus où assez rapidement on voit en pleine nuit des jeunes sur un pick-up, enfin des jeunes, supposés des jeunes parce qu'on a l'impression déjà qu'ils sont peut-être plus proches de la trentaine qu'autre chose. Bon, imaginons que. Et qui voilà, sombre probablement un peu sous l'effet de l'alcool. Rapidement, on aperçoit dans des buissons un jeune qui fouille je ne sais quoi et qui soudain est attrapé par une personne qui décide de le saigner, tout simplement. S'ensuit après cela une petite fête dans le campus réunissant élèves et professeurs, puisque est prévue la fermeture définitive et la destruction du local, à savoir le dortoir, qui est censé te transformer en autre chose. Et ça nous est annoncé par le personnage de Johan, qui semble être voilà un des professeurs du campus, tout simplement. Donc voilà, petite fête où même on découvre assez très brièvement que ce personnage a un compagnon ou qui parle brièvement de projets ensemble, mais voilà, le problème c'est que ce personnage du Johan est dans l'obligation de rester sur place car elle a un délai de 15 jours pour vider absolument tout ce qui doit être tout ce qui est présent dans le dortoir. Et pour ce, elle est accompagnée de différentes personnes, d'autres personnes qui, je pense, sont soit des professeurs, soit des élèves. En l'occurrence, il y a un personnage que je sais qui est assurément un élève, puisque elle le dit assez ouvertement. Hein. D'ailleurs, ce personnage féminin dit à un moment qu'elle doit partir dans l'après-midi avec ses parents pour visiter sa grand-mère, mais le personnage jaune dit qu'elle a absolument besoin d'elle et qu'elle espère qu'elle pourra rester une bonne partie de la journée, ce qu'elle fait. Et chacun se répartit les tâches pour du coup commencer à vider ce dortoir qui présente plusieurs étages. Donc ils commencent leurs petites choses et voilà, des incidents commencent à arriver, quelques meurtres du coup se succèdent. On fait la présentation de divers personnages, comme une personne qui souhaite faire du business et acheter des meubles de récupération de ce lieu, mais pas que, puisqu'il va s'intéresser un petit peu plus près au personnage de John, qui elle s'occupe du coup de cette transaction, mais elle va le trouver un peu trop collant et lui faire un peu comprendre sans lui dire voilà, maintenant nous avons fait nos affaires, faites votre vie. On fera également brièvement la connaissance d'un personnage qui voilà, qui semble être quelqu'un d'assez démuni, qui fait les poubelles, quelqu'un ayant très probablement voilà des problèmes
des problèmes psychologiques et puis qui tout simplement recherchent de quoi se nourrir. D'autres personnages qu'on apercevra également comme le technicien du campus qui lui voilà, est un petit peu, je dis bien un tout petit peu, l'équivalent du Crazy Joe de Friday the 13th qui est là pour un petit peu avertir, mais pas tant que ça, quoi. Voilà, c'est pas assez poussé son personnage. De toute façon, à l'image du film, faut pas se casser la tête sur la psychologie des personnages, puisque là, l'intérêt est ailleurs. Et puis le film continue à se dérouler. Et voilà, le tueur fait ce qu'il a à faire jusqu'à ce qu'on arrive dans ce final où on a la Final Girl chère à tout slasher, et puis le moment de la révélation où on aura notamment une fin tout ce qu'il y a de plus de happy ending. En fait, c'est vraiment tout l'inverse qui se passera. Donc c'est pour ma part un film assez intéressant qui comme je disais, voilà, appartient à l'âge d'or des 80s, notamment cette année 1981, qui est vraiment une très belle année entre la suite de Friday the 13th, Part 2. Bon, le Vendredi 13 numéro 2, c'est pas mon préféré, mais bon, oui, c'est l'année en question. Il y a également The Burning de Tony Melam, qui est un excellent slasher à mon goût, avec les maquillages du grand magicien Tom Savini. Et bien entendu, il y a aussi un autre excellent slasher que j'apprécie beaucoup et que mon cher Terry aime tout autant, et qu'il a d'ailleurs critiqué dans une belle vidéo il y a peu de temps. Je vous laisserai d'ailleurs un petit lien si vous voulez y jeter un œil, je vous la conseille. My Bloody Valentine qui d'ailleurs a eu un remake au cours des années 2000, voilà, où il y avait également la présence de l'acteur Tom Atkins. On a vu pas mal lui aussi dans des slashers ou voilà, ou d'autres acteurs. Bah bon, là n'est pas l'important. L'année 81 fut un grand cru. Donc ce film a été tourné à la fin des années 80, début 81, et c'est exactement pendant les vacances scolaires. Hein. C'est à la base un film dit d'étudiants où la plupart du temps, voilà, on tournerait voilà, d'autres choses qu'un film d'horreur, mais eux ayant entendu voilà du grand succès de Friday the 13th de Sean S. Cunningham, se sont dit pourquoi pas essayer de faire la même chose. Alors du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont réunis entre divers copains, comme je disais, vraiment tous des étudiants, et on fait une sorte de mini court-métrage, et à partir de ce mini court-métrage, on récupérait un semblant de trailer pour le montrer à des potentiels investisseurs, et ces investisseurs-là furent intéressés du coup. Ils se sont dit pourquoi pas un petit peu se faire avec peu d'argent, beaucoup d'argent, comme l'a fait Friday the 13th, ou alors même d'autres films, d'autres slashers tout simplement. Donc mine de rien, ils réussirent à obtenir la coquette somme de 150 000 $, hein, ce qui est peu, hein, franchement, par rapport au film fait aujourd'hui, vraiment, c'est un grain de sable. Mais pour l'époque, bon, voilà, pour des personnes qui étaient plutôt débrouillards, avec que des potes, entre guillemets, bon, voilà, ils ont fait le job, hein, tout simplement. Hein. Mais le film rapporta, hélas, que 215 000 $ au box-office, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose, et c'est dommage parce que je pense qu'il aurait mérité un succès quand même un peu plus important. Voilà, c'est pas un grand film, c'est pas un grand slasher, il a ses qualités, ses défauts, mais je pense pas que ce petit score était mérité. Peut-être il a eu un score similaire ou proche de celui de Friday the 13th. Je pense que ça aurait pu déjà amener quelque chose pour le casting, puisque chacun n'a pas eu le même succès. Hein.
tout au long de leur carrière. Et puis sincèrement, je pense que ça aurait pu éventuellement amener une suite. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Il y a des films qui marchent, d'autres films qui marchent pas, et puis on n'en fait pas tout un fromage. Hein. Mais bon. Donc bah, comme je disais, ce film voilà, qui a été tourné vraiment en l'espace de peu de temps, hein, qui à la base devait se faire nommer The Third Night, la troisième nuit donc. Hein, après, on aurait peut-être eu un titre différent, et qui fut réalisé par Stephen Carpenter et Geoffrey O'Brien. Voilà, pas des noms extrêmement connus, mais par exemple Stephen Carpenter, on l'a aperçu en tant qu'acteur également dans The Man avec Samuel Jackson et Eugene Levy, qui est une comédie policière, mais dont je me suis pas du tout assez intéressé. Voilà, j'ai vu des extraits, mais bon, c'est pas du tout intéressant. Et il a également tourné un film, Soul Survivors, qui est avec la très élégante, enfin pour ma part, Elisa Dushku, qui est l'actrice ayant incarné Faith dans Buffy the Vampire Slayer, Buffy contre les vampires, et qui est également l'héroïne du survival Wrong Turn. Euh, un très bon film. Enfin, pour ma part, moi, sur le premier film, j'ai beaucoup aimé. Après, c'est un film qui a eu beaucoup de suites. Et on retrouve également Casey Affleck, qui est le frère de Ben Affleck. Voilà. Pour ce qui est du deuxième réalisateur, lui, il co-réalisa également un autre film avec Stephen Carpenter, à savoir The King Dread. Je m'en rappelle moi encore même de l'affiche qu'il y avait en vidéo club à l'époque, en VHS. Ça représentait une sorte de biberon avec une sorte de liquide vert à l'intérieur, et je crois une main par-dessus. Voilà, c'était en fait un mélange entre film d'horreur et un brin de science-fiction. Donc, bon, les souvenirs sont assez lointains, cela dit, mais c'était pas trop mal comme film. Moi, j'avais trouvé ça intéressant. Donc, comme je disais, les réalisateurs et même scénaristes furent inspirés par Friday the 13th. D'ailleurs, sur le scénario, on retrouve non seulement Stephen Carpenter, mais on retrouve aussi Ceci Giacchino. Voilà. Qui ont tous les deux travaillé activement sur le scénario. Hein. Bon, un scénario qui, encore une fois, ne s'intéresse pas à 100% au personnage, et voilà, surtout, c'était mettre les moyens pour en faire un film vraiment sérieux. On a très peu d'humour vraiment dans le film, c'est vraiment très limité. Là, on voulait surtout faire quelque chose de sérieux, et surtout vraiment quelque chose, voilà, qui soit sous le signe vraiment du plaisir de faire un film entre potes, et puis sur un genre qu'ils aiment bien, le film d'horreur, le slasher en l'occurrence. Donc au casting, on retrouve par exemple l'actrice Laurie Lapinski, qui incarne Joanne, et qui d'ailleurs tourna que ce film, tout simplement. On ne sait pas ce qu'elle est devenue pour le reste de sa carrière. Hein. Voilà, après tout. Hein. Et on retrouve également l'acteur Stephen Sachs, mais lui qui a surtout concentré sa carrière dans le théâtre. Il y a également l'actrice Daphne Zuniga, et c'est elle qui est d'ailleurs qui a la carrière vraiment la plus longue et la plus intéressante par rapport à toutes les actrices, puisque on la retrouva également quelques années plus tard dans un autre slasher, à savoir The Initiation, à savoir The Sandland dans son titre VF, qui est de 1984 et qui est plutôt un bon slasher, hein, euh, que j'ai d'ailleurs dans ma collection en Blu-ray. On la retrouve également dans The Fly 2, La Mouche 2, hein, la suite du film de David Cronenberg, et également elle fut dans la série, enfin une des séries des années 90, à savoir Melrose Place. Bon, moi c'était pas personnellement quelque chose qui m'intéressait, j'ai jamais aimé tout ce type de série,
Mais voilà, dans la recherche, je sais qu'elle avait fait ça. Elle avait également tourné dans Spin City, la série avec Michael J. Fox, qui, suite à des petits problèmes de santé liés à sa maladie Parkinson, ne put finir toute la série et qui fut plus ou moins remplacée à partir de la saison 5 par Martin Sheen. Elle apparaissait également dans la série Nip Tuck et a eu également un rôle plus ou moins important dans la série One Tree Hill, dans le rôle de Victoria. Voilà. euh, pour revenir voilà sur l'histoire, c'est assez dommage voilà parce que le titre français qui mise beaucoup sur Massacre au dortoir, en fait, on l'utilise vraiment que trop peu, voire pas du tout en fait. Le dortoir, voilà, on sait que c'est un immeuble qui sont censés tout déménager, que tout doit être bien encadré, mais au final, euh, ils sont pas utilisés parce qu'en fait c'est surtout plus un film de couloir, puisque pendant de nombreuses reprises, il y a un petit peu du jeu de chat à la souris, à essayer de rechercher un personnage qui on essaie de faire croire aux spectateurs qu'il est le responsable de toutes les choses bizarres qui se passent dans le local, à savoir voilà des lumières qui se coupent, de la nourriture qui disparaît, ou voire même des choses qui sont cassées. Voilà, tout est fait pour qu'on pense que ça soit ce personnage qui est responsable de ça. Euh, après, je dis, ça tourne un peu trop en rond par moment, je trouve, c'est dommage. Mais en dehors de ça, quand même, on a des meurtres plutôt pas trop mal faits pour l'époque et au vu du budget. Hein. D'ailleurs, celui-là qui s'occupa de cela, c'est Matthew W. Mangle, qui était vraiment le maquilleur en chef, qui était très jeune à l'époque et qui d'ailleurs reçut un Oscar pour tout ce qu'il a fait en termes de travail sur Bram Stoker, Dracula de Francis Ford Coppola, qui est ma version préférée de Dracula, tout simplement. Et on le retrouve également sur le remake de Psycho, film original avec Anthony Perkins de Alfred Hitchcock, et le remake ayant été tourné en 1998 par Gus Van Sant, et dont je ne souhaite pas du tout m'attarder. Et il travaille également sur le film Super Hero Movie, que je n'ai jamais vu. Dans les petites choses quand même que j'aime bien sur le film, il y a par exemple la musique, où on retrouve un grand artiste, qui a fait quand même mine de rien les compositions de Hellraiser 1 et 2, qui sont de très très belles BO pour ma part, hein, à savoir Christopher Young. Et voilà, c'était un petit peu son baptême hein, sur ce film, hein, où il mettait quelques petits thèmes vraiment voilà, supposément angoissant. Enfin, maintenant, j'ai l'expérience dans tout ça, j'en ai vu, mais plutôt bien fait. Voilà, notamment avec un thème qui revient pour bien mettre en évidence que le tueur est dans les parages. D'ailleurs, un tueur qu'on pendant une bonne période, on n'en voit que du point de vue de la caméra, qui on aperçoit au bout d'un moment lors d'une scène dans des toilettes où il tue un personnage avec d'une perceuse. D'ailleurs, c'est mon meurtre préféré du métrage, bien qu'il y ait une scène aussi bien plus tôt dans le film avec une batte de baseball cloutée qui explose littéralement un crâne. Hein. Bon, qui n'explose pas littéralement dans le même style qui a été fait dans The Walking Dead, hein, avec un personnage que vous connaissez, enfin pour ceux qui ont suivi cette série. Mais voilà, c'est vraiment deux meurtres qui sortent un peu du lot par rapport aux autres, mais franchement, voilà, ils sont plutôt bien faits, même si sur ce meurtre à la perceuse, il y a quand même une sorte de faux raccord, parce que on voit la tête qui est tenue par le tueur dans un lavabo, qui est supposé être vraiment droite, le visage à l'intérieur du lavabo, et bon déjà on voit plus ou moins clairement voilà que c'est une tête de mannequin ou quelque chose qui a été fabriqué ressemblant à la tête du mannequin du plâtre ou que sais-je encore. Ça me paraît normal en même temps.
Et puis sur deux plans, on voit le vrai acteur qui a la tête sur le côté, et on revient à nouveau sur le plan où la tête vraiment est toujours face au lavabo, et puis ainsi de suite. Puis, bon, c'est un peu bizarre, mais bon, voilà, faut pas non plus s'y attarder dessus. Il y a également un meurtre assez intéressant, bien qu'on le voit pas trop, avec un personnage qui alors, je sais pas si elle est cryogénisée ou si elle est brûlée, mais en tout cas, c'est pas une mort, donc j'aimerais avoir. Et puis vient, voilà, comme je vous disais, ce moment où, au final, où tout se déroule vraiment essentiellement dans les sous-sols, du fameux dortoir, et où il y a la chaufferie, de gros tuyaux, enfin bref. Et à ce moment-là, voilà, arrive le personnage prétendument responsable de tout, et où au final, on se rend compte que finalement, voilà, c'était un personnage qui, bien qu'ayant des difficultés, voilà, cherchait plus à aider qu'autre chose. Et la révélation, bon, alors moi personnellement, la révélation, je l'ai un peu anticipée avant, quelques minutes avant. Voilà, je veux pas avoir la prétention de dire que je l'ai deviné à la moitié du film. Non, non, non. Ça me paraissait vraiment très troublant, voilà, que le personnage qu'on essaie de nous indiquer comme le prétendu tueur, on nous le montre vraiment très clairement, alors que dans d'autres scènes, le supposé, voilà, le tueur est caché sous une sorte de veste avec capuche noire. Donc c'est pour ça que ça me paraissait assez troublant, et je sentais qu'il y avait quelque chose derrière. Et au final, mes doutes furent exacts, puisque voilà, les raisons du tueur, voilà, bon, faut bien des raisons, hein, c'est un peu bétail, il y a un peu d'histoire de jalousie, un peu de folie aussi, tout simplement, mais bon. Sur les explications, voilà, qu'il donne, bon, c'est un peu farfelu, mais voilà, il en fallait une. Et intervient aussi par moments, voilà, des policiers, dont notamment une scène en milieu de métrage, voilà, où on a l'impression, voilà, qu'il vient faire du tourisme, hein, ce policier. Et on retrouvera également les policiers à la fin. Enfin bref, ça sera un gros bordel, ce final, voilà, un peu embrouillant, hein. Alors pas pour le spectateur, mais surtout pour les personnages, je dirais même le personnage, voilà, qui va se faire prendre dans un guêpier, alors que voilà, c'était pas censé se passer comme ça. D'ailleurs, on aura vraiment, comme je disais plus tôt, tout sauf un happy end. Et voilà, bon, ça sort un peu de l'ordinaire, hein. Je vous dis, je pense sincèrement que le film avait peut-être, bon, déjà une envie de bien faire, de s'amuser, de proposer quelque chose de divertissant pour les gens et amateurs de slasher. Mais je pense que voilà, que peut-être il se disait, ah, ça se trouve, ça va marcher, on pourra peut-être éventuellement reproduire ce qu'a fait Friday the 13th, mais voilà, ça n'a pas été le cas. Ils ont fait vraiment en sorte de s'inspirer de ce qu'a fait Friday the 13th dans le genre d'histoire. Je dirais même qu'il y a quand même une ressemblance par moment quand même avec Black Christmas de Bob Clark. Un film que j'aime beaucoup. Et sinon, voilà, en dehors de ça, je n'ai pas grand chose à dire de plus. Le film, si je ne m'abuse, fut tourné du côté de Los Angeles, le temps d'un petit mois, un petit mois et demi. Un film entre potes, voilà, comme ça a pu être fait avec Peter Jackson, ou bien sur ce qu'on appelle le premier slasher français, à savoir Ogroff, qui n'est pas qu'à 100% un slasher, mais qui propose aussi à un moment un petit délire avec du zombie. Voilà, mais bon, ça c'est une autre histoire. Je reviendrai peut-être sur ce film dans une autre vidéo, voire même certainement, parce que c'est un film qui a des bacs assez partisans, et
et ceux qui le détestent tout simplement. Voilà, donc bah pour ma part, je pense que je vais m'arrêter là sur ce film qui est plutôt assez appréciable. Hein. Un film qui est sorti chez Elephant Films, qui propose d'ailleurs deux montages différents. Le montage français qui a quelques minutes en moins, et le montage US qui a quelques minutes en plus, c'est-à-dire de 3-4 minutes. C'est surtout des petits plans de scènes sanglantes en plus, tout simplement. Hein. Donc voilà. Donc c'est un film vraiment que je vous conseille, sincèrement. Je pense pas que vous allez passer un si mauvais moment que ça, hein. Malgré qu'il y a des lacunes, malgré que voilà qu'à un moment on essaie de brouiller les pistes, malgré voilà que je vous disais que c'est un film à couloir par moment. Voilà, on passe beaucoup de temps, les personnages, à se balader pour chercher voilà le tueur, ou du moins au moment où il le cherche, il le considère pas encore comme le tueur. On a même d'autres scènes qui sont un petit peu voilà ennuyantes. Enfin pour ma part, voilà, on essaie de montrer un petit peu que les personnages s'occupent. Il ne faut pas que le déménagement. Là, on les retrouve en train de manger, on les retrouve en train de jouer au billard. Au final, ils passent même plus de temps à faire ce genre de choses qu'à faire le supposé déménagement. Surtout qu'ils ont un compte à rebours, hein, et vu tout le travail qu'ils ont, et qu'ils sont très peu de personnes. Mais bon, on va pas s'arrêter au détail. Je vous dis, voilà, il y a des petites lacunes au niveau scénario, au niveau personnage, mais voilà, il y a une intention quand même, et moi franchement c'est surtout ça que je retiens. Un film plutôt appréciable que je vous conseille, qui est disponible aussi bien en Blu-ray combo DVD, voire même vous pouvez aussi le trouver en DVD tout simple, hein, si vous voulez pas investir au niveau du Blu-ray DVD. Je ne sais pas s'il était sorti en vidéo club à l'époque, en VHS. Probablement que si, puisqu'il existe une VF d'époque. Et en tout cas, pour ma part, je ne l'ai pas dans ma collection. Bref, je vous dis à une prochaine, hein, pour le prochain slasher. Pensez à mettre un petit pouce si vous le voulez bien. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire s'il y a des choses qui vous ont plu ou pas plu sur cette vidéo. Si vous avez des choses à me dire par rapport à ce film, si vous avez des souvenirs ou des petites choses, voire même moi j'ai oublié ou que je me suis trompé, il n'y a aucun souci, j'y répondrai avec plaisir. Et sinon, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!